C'est bon, ça enregistre. Alors, du coup, bonjour à tous. Merci d'être présents à cette masterclass, enfin à cette table ronde plutôt, je vais donner la parole à différentes intervenantes pour parler de médiation culturelle dans les milieux ruraux. Ce que je vous propose, c'est que je vous partage mon écran pour vous présenter la petite présentation qu'on a faite pour que ce soit plus attractif. Par contre, du coup, je ne vous vois plus et je ne vois plus les messages. Donc, de temps en temps, j'essaierai de faire des petits allers-retours pour voir ce qu'il y a à dire. Voilà. Donc, tout d'abord, pour me présenter, je suis Léa Curver. Donc, c'est moi qui vais animer la table ronde pour gérer votre temps de discussion, les interactions et donner la parole aux intervenantes qui viendront vous parler d'exemples concrets de projets en médiation culturelle dans les territoires ruraux. Donc moi, je suis cofondatrice du média Parole de patrimoine, donc qui est un média qui parle de patrimoine, de culture et de tourisme durable sur Instagram, sur notre site internet et sur YouTube et avec un podcast également. Donc je le co-anime avec Azélie qui est présente aussi pour la masterclass, mais qui ne parlera pas de Parole de patrimoine, mais d'un autre projet qu'elle porte. Et à côté, j'ai toute une casquette de communication et de marketing pour le secteur littéraire et culturel. Donc, pourquoi les territoires ruraux et pourquoi on a choisi ce sujet C'est parce que c'est un sujet qui nous tient très à cœur chez Parole de patrimoine. C'est de montrer qu'il se passe des choses en dehors des villes et de déconstruire, on va dire, l'image que le patrimoine, c'est des châteaux ou des églises et qu'en fait, c'est plutôt une invitation à aller explorer nos territoires, rencontrer des gens, faire des expériences et développer, on va dire, notre curiosité et trouver un petit peu ce qu'on aime derrière la notion de patrimoine. Donc c'est un petit peu ça la thématique de la masterclass, enfin de la table ronde aujourd'hui. Pour ça, je vais demander à mes intervenantes de se présenter chacune leur tour, comme ça vous aurez un petit tour d'horizon du plan finalement de la table ronde qui durera environ 1 heure. Donc je donne la parole à Léa, et on n'a pas fait exprès d'être deux sur la table ronde. Bonjour à tous, donc je m'appelle Léa Pétard, je suis animatrice de l'architecture et du patrimoine au Parc naturel régional du Vexin français. Donc ça veut dire que je coordonne le label Pays d'art et d'histoire qui a été attribué à ce parc naturel puisqu'on a été le premier parc naturel régional à recevoir ce label du ministère de la Culture en 2014. Donc ça consiste à vraiment mettre en valeur le patrimoine de cette région très rurale d'Île-de-France. Merci Léa. Et du coup, on reparlera un petit peu plus tard de ce projet-là. Azélie, à toi l'honneur. Eh ben, merci beaucoup Léa. Donc bonjour et bienvenue à tous. Moi c'est Azélie et du coup je suis aussi la co-créatrice donc du média Parole de patrimoine que Léa donc vient de vous expliquer et je suis aussi donc chargée de mission à Creuse Tourisme. C'est l'agence départementale du tourisme pour le département de la Creuse et je suis donc en charge entre autres du développement du tourisme durable, dont la promotion et la valorisation des circuits courts auprès des visiteurs en Creuse. Voilà. Merci Azélie. Lucie. Bonjour à tous. Donc, je suis Lucie Chantrel. Je suis en charge des filières culture, patrimoine et savoir-faire au sein du comité régional de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Donc, le comité régional de Nouvelle-Aquitaine travaille à plusieurs rôles, hein, à la fois la promotion, l'observation, l'ingénierie et également la structure et l'accompagnement de l'offre des différentes filières. Donc, moi, je travaille plutôt sur cette partie-là, en lien avec les offices de tourisme, les comités départementaux de tourisme, dont Adélie fait partie pour la Creuse, et également la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Merci beaucoup Lucie. Donc du coup, je l'ai dit un petit peu en introduction, pourquoi Parole de patrimoine et les territoires ruraux, pour vous en dire un peu plus sur notre média avec Azélie. Donc nous, on a construit ce projet il y a plus de 3 ans maintenant. On est toutes les deux originaires de territoires ruraux, donc Azélie de la Creuse, moi des Portes du Morvan, et maintenant je suis basée à Clermont-Ferrand. Donc tout le territoire, on va dire, nord du Massif central, c'est notre terrain de jeu.
Et on a mis dans ce média toute la partie, on va dire, digitale pour moderniser l'approche de la culture, toute la partie aussi incarnée. Donc en fait, on va raconter nos expériences de visite, nos découvertes, nos vadrouilles à travers du coup des vlogs que vous pouvez retrouver sur YouTube. On a fait pas mal d'épisodes de podcast, donc notamment avec les territoires ruraux. On en parle avec plusieurs intervenants pour montrer le lien qu'on peut avoir en tant qu'habitant à notre territoire, mais aussi les différents types de paysages, types d'architecture qu'on peut retrouver dans ces territoires et tout ce qui fait la culture de ces territoires. On n'aura pas la même culture en Creuse qu'en Auvergne, que du coup dans le Morvan. Du coup, la Nouvelle-Aquitaine, c'est pareil, il y a toute la région. D'un bout à l'autre de la région, c'est complètement différent. Le Vexin français, c'est pareil. Donc voilà, à travers ce média, on essaie de démocratiser les territoires ruraux, de les rendre plus attractifs et de montrer comment le patrimoine et la culture peuvent être vraiment vecteurs de cette attractivité, aussi bien au niveau des touristes que des habitants. Donc voilà pourquoi ce choix aujourd'hui de vous parler de ça, puisque nous, on a vraiment cette casquette de venir regrouper tourisme, culture et patrimoine dans nos approches et de rendre curieux les visiteurs. Donc, on va un petit peu déconstruire la notion de médiation culturelle. Voilà, on aime bien mettre des coups de pied dans la fourmilière avec Azélie, partager une autre philosophie de la culture, peut-être plus accessible, plus proche de nos territoires, plus proche de l'humain, de sortir un petit peu des cases qu'on nous met souvent. Et donc, du coup, médiation culturelle, de base, c'est ce qu'on entend, c'est de faire le lien avec un public donné. Je dégrossis vraiment la médiation culturelle volontairement. Ceux qui sont médiatrices ou médiateurs culturels, me tapez pas. C'est vraiment pas pour faire de l'ombre à tout ce travail de médiation culturelle, mais pour montrer les autres formes qu'elle peut prendre. Et donc ici, on va vraiment l'exploiter, la médiation culturelle, sous le format des personnes, des médiateurs et des médiatrices qui ne sont pas formés de base pour ça, qui n'avaient peut-être pas prévu dans leur parcours professionnel de faire du lien avec le public, et par la force des choses, par leur métier et par le fait que dans les territoires ruraux, il se passe d'autres formes de culture, ces personnes sont devenues des médiateurs et des médiatrices culturelles. Et c'est ce qu'on va voir à travers les 3 exemples. Donc, Azélie qui va nous parler de l'agriculture, Léa qui va nous parler des artistes et des paysagistes pour faire le lien avec les habitants et la compréhension de leur territoire, et Lucie qui va nous parler des artisans, des savoir-faire, des entreprises qui ouvrent leurs portes au public pour rencontrer vraiment ces acteurs de nos territoires qui partagent leur culture à différents niveaux. Donc, n'hésitez pas aussi à dire dans le chat, c'est quoi, vous, votre définition de la médiation culturelle, comment vous voyez ce terme, et on pourra en reparler sur la fin de la table ronde pour voir ensemble comment on construit cette notion de médiation culturelle. Donc, je donne la parole à Léa pour vous parler du premier projet qui est à l'honneur du coup aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors oui, moi effectivement, je voudrais vous parler d'un projet un petit peu plus précis qu'on a mené au Parc naturel régional du Vexin français. Et pour ça, je vous fais peut-être un rapide rappel de qu'est-ce que c'est ce PNR du Vexin français, parce que je pense qu'on est un peu tous de toute la France aujourd'hui pour cette table ronde. Donc le Vexin français, c'est un territoire qui est situé de Paris aux confins de l'Île-de-France. On est à la limite de la Normandie, on est à environ 50 km de Paris. On touche l'agglomération de Cergy-Pontoise et de Mantes-la-Jolie. On est dans un territoire qui est très rural, puisque densité de population. Le Vexin français, c'est 71 000 hectares pour à peu près 100 000 habitants. Donc, on a une densité d'environ 46 habitants au kilomètre carré. C'est pas énorme. Ce sont des tout petits villages. Nos bureaux au PNR sont basés dans le village de Téméricourt, où il y a moins de 300 habitants. Mais paradoxalement, on est à 50 km de Paris et on touche des populations très urbanisées d'Île-de-France. Un parc naturel régional, je pense que certains d'entre vous savent ce que c'est. C'est une structure qui est portée en général par un syndicat mixte. Les parcs naturels régionaux sont des territoires habités,
c'est-à-dire que ce ne sont pas des sanctuaires réserves de biodiversité comme peuvent l'être les parcs naturels nationaux. On a des habitants, on a des activités économiques, et donc un parc naturel régional, c'est vraiment une organisation qui est basée concertée de développement durable du territoire et qui se base sur les richesses patrimoniales que ce soit le patrimoine naturel ou le patrimoine culturel. Et dans tous les PNR, on a toujours une très forte orientation pour la diffusion de la connaissance, pour l'éducation et pour la valorisation du patrimoine. D'où cette idée aussi de valorisation du patrimoine et de diffusion de la culture. Ça existe dans tous les PNR. Ce qui est particulier dans le Vexin français, c'est qu'on a un territoire qui est très très riche en patrimoine bâti, avec un peu plus de 90 monuments historiques inscrits ou classés, et un patrimoine vernaculaire, donc un petit patrimoine rural qui est très très bien conservé. Et ça a participé au fait qu'en 2014, on puisse obtenir le label Pays d'art et d'histoire, qui nous pousse en fait à mettre en œuvre une politique importante de valorisation du patrimoine, de médiation culturelle autour du territoire du parc. Et parmi nos publics cibles dans le Pays d'art et d'histoire, ce sont vraiment les habitants qui sont au cœur de la démarche. Un de nos buts, c'est de pouvoir sensibiliser les habitants à leur cadre de vie, leur faire comprendre la particularité du territoire où ils vivent, la particularité de ses patrimoines, de son histoire, et de favoriser le vivre ensemble, le lien et l'appropriation d'un lieu. Donc on met en œuvre beaucoup d'actions de médiation culturelle pour participer à cette sensibilisation des habitants. Donc ça passe par des projets que je pense vous connaissez si vous vous intéressez à la médiation, mais des projets assez classiques de programmes de visites guidées, de parcours jeux, de podcasts, de projets avec les scolaires. Donc ça, c'est des choses qu'on fait au quotidien. Et ce que je voulais vous proposer, c'était un focus sur un projet un petit peu plus, comment dire, exceptionnel qu'on a pu mener en 2021. Ça remonte un petit peu, mais c'est un projet voilà, duquel on est assez fiers. Et c'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui également dans le cadre de cette table ronde. Donc en 2021, j'ai eu la chance de coordonner une résidence artistique, une résidence de création artistique qui s'appelait la Traversée du Vexin 2037. Donc ce projet, il a pris place dans le cadre d'un appel à projet entre le parc naturel du Vexin, le département du Val d'Oise et la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Ce projet visait à accueillir des artistes sur le territoire pour qu'ils puissent proposer un travail autour de l'avenir des paysages. En effet, à ce moment-là, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, on était en pleine révision de notre charte, donc notre document cadre, notre projet de développement durable. Et dans le cadre de cette révision, on avait mené des études paysagères pour comprendre en fait quelle allait être l'évolution du paysage du Vexin français lié à tous les enjeux actuels, notamment de transition climatique, écologique, énergétique, tout ça. Ça avait donné lieu à des études très techniques et clairement pas accessibles au grand public, sauf peut-être des gens qui ont des problèmes de sommeil et qui veulent s'endormir assez rapidement. En tout cas, c'était très, très techno, assez difficile à s'approprier pour des personnes qui n'ont pas forcément de notion de paysage ou d'urbanisme. Donc, suite à cet appel à projet, on a retenu la candidature de 2 artistes qui ont particulièrement plu aux élus, donc 2 plasticiennes et paysagistes qui s'appellent Corinne Cobel et Émilie Gaillet. D'ailleurs, je vous invite à aller voir leur travail parce qu'elles font un travail qui est vraiment magnifique. Les 2 avaient proposé de créer un itinéraire comme une sorte de GR, de randonnée, à travers le Vexin français et à travers les paysages et les paysages de demain. Et ce projet a donc pris le nom de Traversée 2037, puisque dans le Vexin français, on a un grand itinéraire de randonnée qui s'appelle la Traversée du Vexin, qui va de la gare de Auvers-sur-Oise, que vous connaissez peut-être comme étant la ville où est mort Vincent van Gogh, jusqu'à Mantes-la-Jolie, donc de gare à gare. Donc les artistes ont pu s'approprier ces études paysagères. Au parc, on les a amenés aussi sur le terrain. On leur a fait découvrir le Vexin français. On les a amenés dans les différents points d'intérêt de cet itinéraire de randonnée. On leur a fait rencontrer aussi des élus du territoire pour qu'elles puissent vraiment s'imprégner du lieu. Et ensuite, de toute cette masse d'informations pour proposer un certain nombre de projets
dans des communes coupaient cet itinéraire de randonnée. Et dans chacune de ces communes, elles ont rassemblé, avec mon aide du coup, des groupes d'habitants de différents âges pour créer des œuvres d'art participatives. Je ne vais pas toutes vous les énumérer parce qu'on a un temps limité, mais en gros, on avait 5 points sur le territoire sur lesquels les artistes sont intervenus et ont pu proposer des œuvres qui ont été soit éphémères, soit pérennes sur cet itinéraire de randonnée. Par exemple, elles ont travaillé avec un centre de loisirs sur la commune de Husse, sur les bords d'une rivière qui s'appelle la Viosne, où elles ont imaginé avec les enfants quelles pourraient être les nouvelles espèces d'animaux qui allaient pouvoir s'installer dans la Viosne une fois que le cours de la rivière aurait été renaturé, comme on espère pouvoir le faire au fil du temps. Donc elles ont créé des grandes affiches cyanotypes avec les enfants qu'elles ont pu exposer tout le long du cours d'eau. Elles ont travaillé aussi sur l'alimentation, sur le plateau agricole du Vexin, donc savoir quelle allait être l'assiette de demain au regard un petit peu des contraintes climatiques, du développement de l'agriculture biologique, toutes ces questions-là. Et elles ont aussi beaucoup travaillé avec une commune qui s'appelle Marines. Donc là, elles ont travaillé avec le conseil extra-municipal. Donc la commune de Marines a un groupe d'habitants qui veulent s'impliquer dans la commune. Donc ils ont été mobilisés. Et alors là, elles ont vraiment fait des balades paysagères d'observation avec ce conseil extra-municipal pour identifier un point de vue dans un bois. Et sur ce point de vue, elles ont construit avec les habitants, elles ont vraiment mené un chantier participatif d'une semaine où les habitants ont pu construire une grande plateforme pour observer le paysage. Tout a été aménagé aussi sous la plateforme pour que ce soit accueillant aussi pour les petites bêtes des bois, donc avec des rondins, etc., un peu comme une forme d'hôtel à insectes géants. Et elles ont également pu installer des panneaux qui jalonnent tout le chemin qui mène à cet observatoire avec le centre de loisirs, donc l'Adosphère de la commune de Marines, donc les 11-14 ans de la commune. Et tout ce projet a été vraiment mené en concertation avec les habitants. Je ne vous refais pas toutes les œuvres qui ont été créées, mais simplement pour dire que tout ce travail participatif, il a permis aux habitants de vraiment s'approprier leur paysage, leur patrimoine, de se projeter aussi dans ce qu'ils souhaitent pour l'avenir de leur territoire. Donc ça, c'était particulièrement pertinent vis-à-vis de la révision de notre charte. On a pu un petit peu plus comprendre ce qui touchait les habitants dans leur cadre de vie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce projet de médiation culturelle, il a vraiment utilisé la ressource locale, donc le patrimoine de proximité, le cadre de vie des habitants, comme matière aussi de transmission de la culture, de la pratique artistique et on va dire aussi de messages liés plutôt à l'écologie et au développement durable. Donc tout ça a été un petit peu mêlé et ça a permis aussi que les habitants deviennent une forme un petit peu d'ambassadeur de leur territoire en transmettant ce qu'ils ont pu apprendre et découvrir des paysages à travers les œuvres qu'ils ont créées. Pour terminer sur ce projet, c'est pas forcément un projet qui a été très facile au regard de la date. Je vous ai dit, ça s'est passé en 2021. On était en plein Covid. On avait des phases de confinement, déconfinement, on avait des jauges réduites à 10 personnes. Donc c'était un petit peu compliqué de mobiliser du public. On a quand même réussi à réunir au total 132 participants entre les phases de création et les phases de restitution. Et on a pu aussi rendre compte de tout ce projet à travers un livret de restitution qui a permis de garder une trace de toutes les œuvres éphémères qui ont été créées par les habitants. Et quant à l'œuvre pérenne, donc cette fameuse plateforme d'observation du paysage à Marines, elle existe toujours. Et ça a été vraiment un projet qui nous a permis de fédérer sur le territoire et de diffuser aussi des pratiques artistiques grâce à Corinne et Émilie, et qui a été aussi un petit peu une bouffée d'air dans un univers un petit peu morose. Donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut mener en territoire rural pour essayer d'impliquer aussi les habitants pour travailler à partir de leur environnement et de leur cadre de vie. Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose. Non, je n'avais pas mon micro d'allumé, excuse-moi. Merci beaucoup, du coup, Léa, pour ce partage d'expérience qui montre aussi le rôle du PNR dans toute la partie animation du territoire et le rôle des habitants, en fait, qui sont les premiers ambassadeurs de leur territoire. Donc, sur cette lancée des paysages et du territoire, on va continuer avec Azélie.
On a une question. Effectivement, si vous voulez poser des questions sur la première partie là, avec Léa. Donc la première question, je la lis. Est-il possible d'avoir une idée du coût d'un tel projet? Est-ce que tu as des Oui, conseils? bien sûr. Alors, on a eu un financement, donc moitié département du Val-d'Oise, moitié DRAC Île-de-France. Au total, c'est un projet qui a coûté 35 000 euros. Donc, dans ce projet, on avait la rémunération des deux artistes, puisqu'elles se sont investies sur 1 an de résidence. Donc, c'était quand même un projet assez long. Et puis après, c'est de l'achat de matériel, de la communication et la petite brochure de restitution aussi, que je vous montre parce que j'en suis très fière. Voilà. On pourrait la mettre en lien, je pense, sur YouTube, sur le replay. On pourra mettre le lien de la brochure, les liens importants que tu pourrais nous envoyer. Comme Oui, ça, et tout le puis monde pourra le trouver. effectivement, la résidence, ça nous avait permis aussi de travailler avec une journaliste, Pauline Bandelier, qui a réalisé des petits podcasts et des interviews des participants. Donc, ils sont aussi en ligne si vous voulez les écouter. Génial. Merci beaucoup pour ce partage de projet. Azélie, si tu veux bien prendre la suite. Il me semble qu'il y a une autre question, Léa, dans le chat. Et oui, elle vient d'apparaître, je ne l'avais pas en même temps. Merci pour cette présentation. Comment avez-vous mobilisé les habitants? Merci Azélie. Alors là, la mobilisation des habitants, ça dépendait en fait des spots, on va dire, sur lesquels on est intervenu. On avait du public captif, les centres de loisirs. Ça, c'est très pratique parce que il a surtout fallu convaincre les communes et les personnes qui encadraient les jeunes dans ces centres de loisirs, donc que ce soit à Marines ou à Us, pour faire participer les plus jeunes. Comme je vous ai dit, à Marines, on a eu aussi la participation du conseil extra-municipal. Donc ça, c'est via vraiment les élus de la commune qui nous ont suivis et qui ont mobilisé ces habitants déjà impliqués dans la commune. On a également travaillé avec les bibliothèques. Donc ça, c'était à Magny-en-Vexin. On a réuni un petit groupe de participants via la bibliothèque municipale, donc avec de la communication de bibliothèque, pour faire certains ateliers. Bibliothèque de Magny-en-Vexin et bibliothèque d'Auvers-sur-Oise également. Et sinon, pour les derniers ateliers, c'était vraiment du public individuel. Donc là, pareil, via de la communication générale qu'on a diffusée sur le territoire du PNR. Donc les relais sont vraiment très importants. Génial. Merci pour cet éclairage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, si au fur et à mesure de la table ronde, vous avez des questions qui reviennent, on aura aussi un temps de questions à la fin normalement. Donc, gardez-les de côté pour en servir. Azélie, est-ce que tu es prête pour... Absolument. Ok, c'est parti. Du coup, je repartage l'écran pour que Ouais. tu aies ta présentation. Alors, j'avais pas pensé à un petit truc, mais je vais peut-être faire comme Léa, parce que vous êtes effectivement de toute la France, j'ai vu un peu dans le chat les participants, et donc le département de la Creuse, on est vraiment au centre de la France. J'ai à la limite j'ai une petite carte là que je pourrais montrer. Voilà, c'est le petit département en jaune, donc bien sûr c'est en miroir. Peut-être pas, vous l'avez peut-être en... Oui, on l'a bien. Impeccable. Donc comme ça, vous voyez à peu près où c'est en France. Bon, alors pour commencer, du coup, je vous ai dit, il y a d'autres personnes qui sont arrivées entre-temps. Donc moi, je suis chargée de mission à Creuse Tourisme autour du tourisme durable, de la RSE et des circuits courts. Et donc, on va revenir sur qu'est-ce que c'est que les circuits courts dans un premier temps. Juste un petit point de définition. Donc, ce qu'on appelle un produit en circuit court, c'est des produits qui viennent à la consommation par le moins possible d'intermédiaires. Et donc, moi, je vais préférer dans mon intervention parler plutôt de circuits de proximité parce qu'on peut avoir un intermédiaire, mais que le produit vienne de l'autre bout de la France ou même d'un autre pays. Et donc là, le but ici, c'est que le produit soit cultivé ou élevé sur le territoire de la Creuse ou bien sûr les territoires limitrophes et qu'il y ait le moins possible d'intermédiaires. Voilà. Donc une fois ce petit point de définition rappelé, le but de mon intervention, c'est de vous montrer comment on emmène justement cette conscience de bien manger aux visiteurs. Et là aussi, petit point de définition, visiteurs, j'entends à la fois bien sûr les touristes, mais aussi les locaux. C'est très important. Donc la médiation, elle va se trouver à différentes échelles pour essayer justement de faire prendre conscience
aux visiteurs que manger les produits locaux, c'est à la fois réduire son impact carbone, c'est participer à l'économie locale et pas que, on le verra par la suite. Donc, pour rappeler ce sujet de médiation et pour bien coller justement au sujet de cette intervention, on va voir le lien entre les circuits courts, la médiation et les territoires ruraux. Donc, la Creuse, c'est un territoire rural, voire hyper rural dans la classification géographique, et il faut miser sur les richesses locales pour partager la culture qui prend donc ici d'autres formes comme l'agriculture. Dans notre cas, c'est principalement ce qu'on va retrouver sur le département avec le savoir-faire, on y viendra juste après. Donc là, en Creuse, on est une terre de cultivateurs, d'éleveurs, donc on va consommer différemment, peut-être un petit peu mieux. Et le but de cette médiation, c'est comment on va emmener à consommer autrement et surtout à comprendre comment sont faits les produits. Donc la notion de médiation culturelle, elle va se faire entre agriculture, locaux, les visiteurs via différents moyens de contact. Donc là, c'était assez important de vous faire la globalité de l'intervention. Donc là, moi, mes actions, elles vont se situer à deux échelles, à la fois celle du visiteur, mais aussi du professionnel. Donc là, on va parler dans un premier temps de cette médiation auprès des visiteurs, notamment par la communication. Donc là, au sein de Creuse Tourisme, nous, on a créé une mini-série de vidéos qui s'appelle La Creuse en circuit court. Donc, elle permet de faire des portraits d'agriculteurs qui ouvrent essentiellement donc leurs portes au public et pour découvrir comment on récolte, comment on cultive, comment on sème, etc. Donc nous, là, on a des vidéos de myrtilles, on a des vidéos de nos tourismes, on a des vidéos aussi de personnes qui élèvent des cerfs, enfin voilà. On a plein de choses comme ça. Et en complément, on va avoir bien sûr de la documentation touristique avec le ferme et terroir, là, qui est donc mis à disposition qu'on mettra peut-être aussi en lien, comme avec Léa. Pourquoi? Où là, on va retrouver donc toutes les visites de ferme qu'on peut faire en Creuse, mais aussi les cueillettes au verger, les cueillettes des petits fruits, les pommes, les poires, etc. Et donc, cette communication, là, elle permet donc de complémenter un des piliers du développement durable qu'on retrouve en fait avec ces circuits courts, c'est-à-dire le social, puisque là, à travers ces visites de ferme, on va pouvoir à la fois soutenir forcément l'économie locale, mais aussi comprendre les valeurs des agriculteurs et puis perpétuer, ce qui est très important, le lien social entre ceux qui nous nourrissent et les visiteurs. Mais vous allez me dire, tous les visiteurs, ils vont pas avoir forcément le réflexe d'aller dans les fermes de découverte, ni de pousser la porte d'un office de tourisme parce qu'on sait comment c'est maintenant, ou de prendre de la doc touristique. Donc, il fallait trouver un autre moyen de contact pour toucher sur la thématique des circuits courts ou des circuits de proximité. Et c'est pour ça qu'on a repris la marque déposée Les Inévitables qui avait été interrompue. Et donc c'est une marque en partenariat avec la CCI de la Creuse et la Chambre d'agriculture de la Creuse. Et c'est une marque qui concerne les restaurants. Donc là, les restaurants, c'est uniquement ceux qui travaillent donc en circuit de proximité. Le but dans cette charte de cette marque, c'est d'avoir au moins 3 produits locaux au menu, cuisinés de manière quotidienne et en simultané. Donc au final, en fait, on voit que ceux qui adhèrent à cette marque, ils sont vraiment très très impliqués parce que c'est pas 3 produits, mais au moins 10 à 15. Et on a un record sur le département où on est à plus de 20 produits, il y a vraiment uniquement ça. Donc là, le but de cette opération avec les inévitables, elle a différentes, on va dire, c'est à double facteur. Parce que on va pouvoir avoir la médiation qui se passe entre les visiteurs, donc les clients, et le restaurant, pour savoir ce qu'ils mangent et d'où proviennent les aliments. Et puis, on va aussi avoir l'échelle des professionnels. La seconde échelle, elle est là, puisqu'on met en relation aussi les producteurs avec les restaurateurs. Le but, quand on va les labelliser, c'est pas simplement de leur donner une liste impersonnelle de producteurs sur le département pour les aider. Non, on va créer une liste sur mesure avec eux. Donc on va aller les voir, on va leur demander leurs besoins, on va trouver les producteurs qu'il leur faut avec le moyen de distribution, etc.
Et quand on fait partie donc de cette marque Les Inévitables en tant que restaurateur, on a aussi deux grands temps sur l'année, puisque l'autre action avec Les Inévitables, pour essayer de à la fois toucher le plus possible de visiteurs et de mettre le plus possible en relation les producteurs avec les restaurateurs, c'est une animation au printemps, pardon, et à l'automne. Donc le printemps, c'est le printemps dans vos assiettes et à l'automne, on se cale sur la semaine du goût. Donc le principe, là, encore une fois, bah, il est très simple et on rajoute le moins possible de travail aux restaurateurs. C'est que bah, les restaurateurs volontaires qui de la marque, donc qui veulent bien prendre avec eux cet événement, ils élaborent tout simplement un menu qui se rapproche le plus possible du 100% local, soit sur un jour, soit sur deux, soit sur trois, soit sur le temps de l'événement, la semaine, peu importe. Toujours, le but, c'est que ça leur donne le moins possible de travail. Et ben là, du coup, s'ils ont des besoins en particulier pour que ce soit les menus qui se rapprochent le plus possible du 100% local, on va pouvoir les mettre en relation avec des producteurs. Donc, par exemple, il y a des restaurateurs qui ont déjà passé des partenariats de longue durée à la suite de ce genre d'opération parce que finalement, les produits leur ont convenu, que la distribution était bonne, etc. Donc là, le but, c'est aussi de faire un maximum de communication autour de l'événement. Donc on met, nous, au sein de Creuse Tourisme, nous, on va mettre à disposition donc, des sets de table, des affiches qu'on va distribuer dans les restaurants qui sont OK avec cet événement et qui participent. Mais il y a aussi donc l'idée que on va pouvoir mettre encore plus de producteurs dans les cuisines des restaurants. Donc là, à savoir, parce que j'imagine aussi que on se demande si c'est accessible, les inévitables, il y en a pour toutes les bourses. On fait en sorte de pouvoir amener les circuits de proximité aussi vers les gens qui n'auraient pas forcément l'idée d'aller au restaurant. On a des menus avec 20 compris qui sont à 18 euros, 100% local par exemple. Voilà, donc là, ça c'était pour les inévitables. Et après, donc je vois le petit logo aussi du Creuse Moto Tour. Donc à l'échelle professionnelle aussi, on a certains événements comme le Creuse Moto Tour, là qui va se tenir justement le jeudi de l'Ascension dans un camping au lac de Vassivière. C'est un partenariat avec la Chambre d'agriculture. On a créé un marché de producteurs avec des food trucks fermiers 100% local pour que à la fois les participants du Creuse Moto Tour, bah, ils connaissent le terroir du département, mais aussi les visiteurs qui sont sur le lac de Vassivière en même temps, parce que le marché, il est aussi ouvert aux visiteurs et aux touristes. Donc là, l'échelle professionnelle, elle est très importante parce qu'on essaye de pouvoir mettre en relation le plus possible les producteurs avec les professionnels et avec les visiteurs. Donc là, en fait, on a essayé d'amener la culture du bien manger n'importe où vont les visiteurs, même s'ils vont pas forcément dans les boutiques de producteurs ou dans les fermes. Potentiellement, ils vont chercher à se nourrir, potentiellement, ils chercheront un bon restaurant et trouveront un inévitable, où ils vont pouvoir à la fois bah, établir un premier contact avec nos circuits de proximité et pourquoi pas leur donner envie d'aller bah, sur les marchés ou dans les fermes de découverte. Voilà, pour moi. Merci beaucoup, Azélie. Sur cette partie-là, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à cette présentation-là, à cette forme de médiation culturelle, du coup, qui présente donc les agriculteurs, l'agriculture, tous ces savoir-faire, cette culture qu'on a dans les territoires ruraux, et ces hommes et ces femmes, justement, qui nous nourrissent. Euh, Quelle opération titanesque. Oui, gros chantier, j'imagine, Azélie. Ça nous a pris, pour mettre en œuvre, ça nous a pris 1 an et demi en tout et pour tout, pour rassembler à la fois les restaurateurs, pour faire la charte, la nouvelle charte graphique, la nouvelle DA, etc. Et oui, on va dire que c'est un travail d'animation avec les restaurateurs qui parfois peut sembler compliqué, mais on trouve toujours moyen de s'arranger.
Et du Merci. coup, secteur hyper agricole dans le nord du Tarn, du coup, pour Elodie, comment tu as fait pour mobiliser les producteurs? Comment tu as été les chercher dans le cadre de ce projet? Alors, ça, c'est justement pour ça que je me suis associée à la Chambre d'agriculture de la Creuse, puisque elle a, on va dire, entre guillemets, un portefeuille de producteurs assez énorme entre ceux qui sont bio, bienvenus à la ferme ou classiques. Et au final, ces producteurs-là, on va pas forcément les chercher parce qu'ils sont déjà en contact avec les restaurateurs, mais par contre, on va aller les chercher pour qu'ils soient en contact avec encore plus de restaurateurs. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que on va avoir quasiment un peu tous les mêmes producteurs dans nos restaurants qui fournissent. Et donc, c'est facile pour pouvoir aller les démarcher. En plus de ça, souvent, bah, ils sont OK pour produire plus. Et si c'est pas le cas, on va aller chercher d'autres producteurs. Donc là, la mobilisation, elle a été faite bien avant qu'on arrive, en fait. Ça, c'est pas, moi, j'ai rien révolutionné, j'ai juste essayé de mettre en lumière ce qui existait déjà et de pouvoir les mettre en relation. Parce que parfois, bah, ni le producteur ni le restaurateur va avoir le temps de se téléphoner. Donc, en fait, c'est plutôt de l'entremise, on va dire, et le fait que on puisse euh, les aider sur cette mise en relation. Donc, ça n'a pas du tout été compliqué sur la mobilisation. Par contre, oui, bien sûr, il nous manque, par exemple, tout ce qui est sur le maraîchage. C'est une grosse problématique dans notre département. On n'a pas assez de fruits, on n'a pas assez de légumes. Mais là, je peux pas aller les cultiver pour eux, quoi. Voilà. Et pour le budget et le financement, comment ça se met en place? Avec quels acteurs? Le but dans ma démarche, c'est que ce soit le plus, on va dire, le plus simple, donc avec le moins d'argent possible. Ça a été de l'huile de coude. La charte graphique, c'est moi qui l'ai faite, donc on n'a payé personne. Par contre, le seul endroit où ça a été des frais, c'est pour... ah bah je vais pouvoir à la limite, je peux même vous montrer. C'est pour les plaques. Je peux aller la chercher. Ouais, ouais, vas-y. C'est pour les plaques parce qu'en fait, on leur remet un kit de communication quand on les labellise, ces restaurants qui sont gratuits. Parce que le but, c'est pas que ça leur donne ni du travail en plus, ni qu'on les fasse payer, parce que c'est pas le but de ça. Donc là, le financement, il a été très simple. Ça a été un peu plus de 3 000 € pour sortir 20 plaques en plexiglas qui a été créé en Creuse à la souterraine. Je vais vous montrer comment c'est fait. Et parce que du coup, en fait, là, si on reprend la présentation d'Azélie pendant qu'elle va chercher la plaque, il y a vraiment cette notion de médiation culturelle, enfin, du coup, qui se fait à différents niveaux pour toucher le grand public. Il y a toucher d'abord les entremetteurs entre la partie bureau du coup d'Azélie et la partie entreprise agriculteur et le grand public. C'est un Voilà, ça, la c'est une bêtise. plaque comme ça qu'on leur remet avec toutes les visseries, plus un petit autocollant à mettre. Et donc ça, oui, voilà. Et on a partagé les frais puisque du coup, c'est une action, une convention de partenariat qui est tripartite. Donc on a tout simplement partagé ce devis en trois avec la CCI de la Creuse, la Chambre d'agriculture de la Creuse et Creuse Tourisme. Voilà. Marion qui lève la main, est-ce que tu veux intervenir directement en micro? Oh oui, si ça vous dérange pas. J'ai une Oui, petite et j'ai question. tutoyé, excuse-moi, pardon. Vous parliez du fait que vous manquez de maraîchers dans la Creuse. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen justement d'amener, d'encourager à reproduire? C'est vrai que le maraîchage, c'est une partie de la culture qui est un peu abandonnée parce que c'est très éreintant, c'est très compliqué à mettre en place. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de pourquoi pas aller chercher des agriculteurs, des maraîchers dans d'autres régions et pourquoi pas d'encourager cette culture-là? Alors, ce qui se fait, c'est que, ils vont souvent chercher les maraîchers dans les départements limitrophes. C'est aussi pour ça que je préfère dire circuit de proximité plutôt que de circuit court, parce que, on n'a pas limité justement cette opération uniquement aux produits de la Creuse, mais aussi aux produits qui viennent de différents départements. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui vont à la fois se fournir soit dans le Cher, soit dans l'Allier, soit dans la Haute-Vienne
en fruits et légumes. Et après, pour répondre un tout petit peu plus à cette question, on a un lycée agricole en Creuse où il y a justement une filière maraîchage, mais elle n'a pas énormément de succès, pourtant elle est bien, pourtant ça existe, mais c'est juste que ce métier, en fait, on n'en parle pas assez et on n'encourage pas assez. Et là, pour le coup, ça dépasse mon poste, quoi, tout simplement. D'accord. Et est-ce que ce serait pas une voie pour à développer et pourquoi pas même créer un partenariat avec les établissements scolaires pour parler davantage, enfin, je sais pas, pour diversifier la mission? Ouais, ouais, si, carrément, ce serait quelque chose à faire. Je pense notamment peut-être dans le service, par exemple, attractivité du département ou même au sein des chambres d'agriculture. Ça pourrait être quelque chose de pertinent, oui. Mais encore une fois, comme je vois dans le chat, ce qui est tout à fait vrai, aussi pour la Creuse, c'est que on a du bétail, on a des céréales. Alors nous, les vignes, ça commence à arriver, mais bon, c'est quand même pas... Enfin, voilà. Ça rapporte plus et clairement, en fait, ce qui motive, c'est aussi l'argent et Mm. pas Voilà. Donc, j'aimerais trouver des solutions. J'aimerais beaucoup, oui. Merci du coup Azélie pour toutes ces informations sur l'agriculture et sur comment on peut se servir de cette richesse de nos territoires pour aller toucher le public, pour mieux manger, pour euh, le tourisme durable aussi, ben, puis du coup pour inciter les habitants à connaître mieux leur territoire, mieux les produits qu'ils consomment, faire du lien avec les agriculteurs, faire du lien avec les restaurateurs. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'acteurs et chez Creuse Tourisme, du coup, ton rôle au sein de l'organisme, c'est de faire la médiation finalement entre tous ces acteurs pour que le grand public puisse être touché. Et des fois même, j'imagine, sensibiliser les acteurs du coup professionnels, donc les agriculteurs ou les restaurateurs, à la possibilité et à l'intérêt pour eux de mettre en avant toute cette richesse-là et toucher le public. Pourquoi c'est intéressant pour eux, j'imagine du coup. Oui. Parfait, trop bien. Donc sur la continuité, on a parlé du coup des agriculteurs et des restaurateurs qui font du coup l'intermédiaire avec le public pour parler de leur culture. Et maintenant, avec Lucie, on va parler des savoir-faire et du coup des artisans qui eux aussi partagent leur savoir-faire, partagent leur culture au grand public et du coup le rôle que tu as, Lucie, dans cette chaîne de valorisation de cette culture-là. Je te partage la présentation et c'est Merci, parti. Léa. Alors oui, donc comme je le disais, je travaille au comité régional de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, une région qui est très vaste, qui englobe la Creuse, mais pas seulement, puisque la région est composée de 12 départements. Ça équivaut à avoir un ordre d'idée à la taille d'un pays comme l'Autriche. Donc c'est très vaste. Je ne peux pas être en contact de tous les acteurs et toutes les entreprises du territoire, mais bien sûr, je m'appuie sur de nombreux acteurs. Nous allons le voir par la suite. Mais d'abord, je vais évoquer le tourisme de savoir-faire. Qu'est-ce qu'on entend par tourisme de savoir-faire? Parce qu'il y a plusieurs définitions possibles. Certains parlent de tourisme de découverte, découverte économique, pardon. D'autres parlent plus précisément de visite d'entreprise. Voilà, le tourisme de savoir-faire, c'est un peu tout, c'est la même chose. Il faut savoir qu'on est la première région française en nombre d'entreprises ouvertes au public, donc un peu plus, ouais, un peu plus de 520 aujourd'hui. Là, ce sont des chiffres qui datent de 2022. Oh, Euh, et donc, 2023, mais c'est ah oui, non, c'est marqué 2022, en putain, 2023, mais c'est des chiffres 2022. Voilà, pour être plus exact. mais- Et donc, ça représente environ 3,7 millions de visiteurs, avec une hausse de 20% en 3 ans, ce qui est quand même très, très important pour cette région. Vous avez là juste en dessous les différents secteurs d'activité. Alors, il y a une petite modification que je dois faire parce que je n'avais pas vu, puisque il y a l'artisanat et l'industrie, il y a eu un échange au niveau des chiffres. Mais ça tombe bien, va me permettre de le modifier par la suite. Donc l'agroalimentaire est le secteur d'activité principal, hein, dans ce qui concerne la visite d'entreprise.
Et puis après, on retrouve tout ce qui est vin, boisson. Donc, boisson, j'entends au sens large, hein, ça peut être aussi bien du sirop que de la bière. Enfin, c'est très, très large. Et tout ce qui est spiritueux également, très présent sur notre région. Donc, en troisième position, l'artisanat et les métiers d'art. Donc, c'est 14% et pas 10%. Et l'industrie, l'énergie et l'environnement, 10% par contre. Voilà. Et mode et cosmétique, 9%. Donc, on voit bien que tout ce qui est rural, on le retrouve sur beaucoup de secteurs d'activité, hein, l'agroalimentaire en grande partie, tout ce qui est vin spiritueux également, et une partie également qui concerne les métiers d'art et de l'artisanat, qui est très représenté dans les secteurs ruraux. Il faut savoir aussi que c'est 61% de TPE, donc de très petites entreprises. Donc ça montre bien que la visite d'entreprise est l'outil privilégié de ces petites structures. Donc au niveau des acteurs, moi je travaille vraiment en binôme sur cette filière avec la région Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, nous avons mis en place un nouveau récit qu'on est en train de mettre en forme pour valoriser ça sur tous nos outils digitaux également. C'est d'imaginer un futur un peu différent, sortir des sentiers battus, rassembler les individus, renforcer le sentiment d'appartenance aussi, l'engagement, faciliter la compréhension des visiteurs. Et donc, le tourisme de savoir-faire participe à ce nouveau récit. Et donc, avec la région, donc on a mis en place un plan d'action sur 3 ans pour développer et valoriser ce tourisme de savoir-faire. Donc, on travaille en étroite collaboration donc, avec les institutionnels du tourisme, bien évidemment, puisque certains sont déjà en contact avec les entreprises, notamment des offices de tourisme, qui valorisent aujourd'hui ces visites et qui travaillent aussi avec ces entreprises-là parfois pour on le verra par la suite, pour des visites, pour vraiment faire la visite au sein de leur entreprise. Donc, je travaille également en lien avec les chambres consulaires, que ce soit la chambre, la CCI, la chambre des métiers et de l'artisanat. Il peut y avoir aussi la chambre d'agriculture, même si au niveau de Bienvenue à la ferme, par exemple, elles sont très peu de fermes à ouvrir au public par rapport à une visite. C'est plutôt des fermes pédagogiques ou de l'hébergement. Enfin, donc, c'est dans une moindre mesure, mais je travaille également avec la chambre d'agriculture. Et puis, la région travaille aussi fortement avec des têtes de filière. On peut parler de l'ENAMAC pour la laine, mais il y en a d'autres qui existent. Mais voilà, il y a aussi ces têtes de filière qui participent à ce tourisme de savoir-faire. Et aujourd'hui, par rapport à notre plan d'action, on travaille avec le réseau Entreprises et Découvertes. Donc là, c'est vraiment un réseau national qui vraiment travaille en lien avec les entreprises pour développer des offres structurées sur les différents territoires et communiquer aussi au grand public. Donc, il y a aussi des formations qui sont faites. Et donc, nous, on voulait sensibiliser, accompagner les entreprises à ouvrir au public. Et donc, on s'est demandé comment réaliser cela. Et dans un premier temps, il nous a paru nécessaire de former des personnes qui puissent les accompagner au mieux, puisque entre la région et moi, on est que deux, hein, donc il fallait qu'on puisse élargir ce périmètre de compétences et d'avoir des interlocuteurs privilégiés qui, eux aussi, auront un rôle de médiateur auprès des entreprises. Et donc, on a mis en place une formation animée par Entreprises et Découvertes pour vraiment que ces personnes puissent devenir des relais territoriaux, comme Azélie sur la Creuse, et qui puissent vraiment expliquer les raisons d'ouvrir au public, qui puissent
travailler sur l'élaboration de leur parcours de visite, comment travailler sur le déroulement de la visite, hein, l'accueil de visiteurs, les démarches à effectuer également, enfin voilà, l'ensemble de ces choses-là. Et donc, pour compléter et pour que les entreprises puissent avoir directement accès à certaines données, également, on a mis en place un guide pratique, donc vraiment à destination des entreprises, mais que les relais territoriaux peuvent utiliser et même d'autres acteurs de la région et les chambres consulaires pour accompagner ces entreprises à leur ouverture au public. Merci à Zélie, elle le met, elle le diffuse au passage. Mais on pourra vous le transmettre dans le chat. Et donc, on accompagne donc les entreprises, mais aussi on souhaite valoriser l'ensemble des offres qui sont proposées sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, nous, on est parti sur le constat qu'on ne pouvait pas valoriser tout le monde parce que ça ferait beaucoup d'acteurs et que notre site internet serait trop, enfin, qu'on ne pourrait pas tout y intégrer. Mais l'idée, c'est de valoriser l'offre pérenne sur notre site internet. Donc, comme ça, les visiteurs pourront vraiment découvrir les différents savoir-faire présents en Nouvelle-Aquitaine, ce qu'ils proposent comme visite ou atelier et les conditions de réservation voilà, auprès des entreprises. Donc, il y a ça qui est en train d'être mis en place au niveau du CRT, donc je l'espère qui va être mis en ligne la fin de l'année, mais également valoriser ces offres de savoir-faire au travers d'un événementiel régional de la visite d'entreprise. Événementiel donc qui est en cours d'organisation, hein, puisqu'il aura lieu du 22 au 28 octobre 2025. Là, nous venons de lancer les inscriptions au niveau des entreprises. Donc, c'est vraiment en lien avec les différents acteurs, comme je le disais, puisque les relais territoriaux sont aussi, participent au relais de cette information-là auprès des entreprises, mais aussi les chambres consulaires, la région et le réseau Entreprises et Découvertes. Donc, voilà. On diffuse également au niveau des offices de tourisme l'ensemble de ces informations-là pour que les entreprises avec qui ils sont en contact puissent avoir aussi être touchées par ces infos. Voilà un petit peu sur les actions qui sont en cours sur la Nouvelle-Aquitaine. Alors, les entreprises, il y a en modèle d'ouverture, il y a des entreprises qui ouvrent de manière ponctuelle dans le cadre d'un événement comme l'événementiel régional. Mais ça peut être une journée porte ouverte qu'ils ont décidé eux-mêmes d'organiser pour leurs clients, pour les visiteurs qui sont présents et qui connaissent et qui viennent régulièrement les voir. Ça peut être aussi donc une ouverture pérenne. Donc, comme je le disais, nous, on s'est basé sur une ouverture à 30 jours par an. Pour qu'on puisse intégrer également tout ce qui est artisanat d'art, qui ouvre principalement au public sur la période estivale. Voilà. Donc, c'est des produits. Enfin, oui, je fais le lien avec ce qui est écrit juste à côté, hein. C'est pour les visiteurs, c'est un moyen d'apprendre les techniques, les savoir-faire, de comprendre l'histoire de l'entreprise, ses valeurs, ses engagements, montrer que c'est bien des productions locales, que c'est des produits sains aussi. Donc, c'est aussi vivre une expérience unique. Donc, ça peut être avec une scénographie, comme ça peut être juste un échange avec le personnel de l'entreprise, un salarié qui explique vraiment son travail au quotidien, les différents processus de fabrication de son produit.
C'est aussi un moyen de poser toutes les questions possibles à ce salarié. Euh, Ça peut être de l'ordre de la conception, comme ça peut être du salaire, comme ça peut être... voilà, l'idée, c'est aussi de transmettre une idée du métier qui est pratique, et puis aussi, ça peut donner des idées à d'autres, à des jeunes de faire ces métiers-là, mais, et aussi pour des personnes qui souhaitent se reconvertir. Je veux bien que tu remettes le diaporama, s'il te plaît, Léa. Pardon. Donc, c'est un moyen de participer ici à l'économie locale, puisqu'il y a aussi donc, il y a le prix de la visite, bien évidemment, mais enfin, pour ceux qui souhaitent euh, mettre un tarif de visite, puisqu'il y a des entreprises qui souhaitent le faire gracieusement. Mais c'est un moyen aussi d'acheter des produits en boutique pour ceux qui disposent d'une boutique, sachant que post-visite, ça représente 30% d'augmentation du panier moyen pour une entreprise. Donc, c'est pas rien. Donc, ça vraiment participe à l'économie locale. Ça participe aussi à un tourisme durable, puisqu'on disait ça permet de sortir des sentiers battus et de voir des lieux que l'on ne connaissait pas autour de chez soi. Ça permet de diversifier les activités et ça permet aussi de faire des trajets beaucoup plus réduits, hein. Visiter l'entreprise à côté de chez soi, c'est pas comme aller faire un week-end et prendre l'avion, je ne sais pas, pour visiter une capitale européenne. Voilà, il y a des choses vraiment à faire autour de chez soi, donc, et ça permet aussi d'être plus inclusif, hein, puisque le prix moyen d'une visite d'entreprise, donc là, pour la Nouvelle-Aquitaine, est de 6,80 €. Mais donc, du coup, ça revient moins cher que certaines visites classiques dans des expositions en ville ou autres, hein, ou des sites de visite. Donc, c'est vraiment aussi un tourisme inclusif. Ça permet de créer vraiment des liens entre les habitants et les entreprises du territoire, et pour que les habitants peuvent devenir aussi des ambassadeurs de leur territoire, renforcer leur sentiment d'appartenance en disant bah, ça, j'ai vu l'entreprise, je l'ai visité, c'est produit chez moi. Voilà, c'est tout ça, le tourisme de savoir-faire. Là, je vous ai mis quelques exemples de médiation dans les entreprises. Donc là, vous avez Bolsarno, donc l'Odyssée de la noix, où là, on a vraiment euh, une, une- un peu en mode exposition avec un petit film de présentation sur l'Odyssée de la noix. Mais après, vous avez tout un circuit dans les ateliers, les présentations des cuves et aussi de la dégustation. On peut avoir aussi dans des grosses entreprises, donc là je vous ai mis Odyssée Nature, donc Body Nature, je ne sais pas si ça vous parle, hein, les produits cosmétiques, qui sont produits dans les Deux-Sèvres, donc en milieu rural. Mais donc là, c'est une entreprise où il y a vraiment des lignes jaunes pour ne pas dépasser dans la, dans l'entreprise la personne qui accompagne et qui explique un petit peu l'ensemble euh, des, des parties de l'entreprise et des processus de fabrication. Et chez Purse Club, on le voit juste en bas. Donc là, c'est un fabricant de planches de surf. Donc là, on est plus sur le littoral, mais en milieu rural. Et donc là, c'est pareil, vous avez toute une frise chronologique qui explique l'histoire de l'entreprise, qui explique les process de fabrication aussi. Mais voilà, vous avez un médiateur, enfin un salarié de l'entreprise qui fait la visite et qui explique ces étapes-là. Ça lui sert aussi de support, de présentation. Voilà un petit peu ce qui existe, même si voilà, il y a d'autres choses dans d'autres territoires, donc avec des expositions où on peut retrouver des films, des dispositifs numériques, voilà.
c'est des choses qui existent également. Merci beaucoup, Lucie, pour ces explications sur l'artisanat et du coup tout ce que ça implique derrière comme gestion ou comme forme de médiation. Il y a une question sur est-ce qu'il existe des formules découvertes pour les collèges, pour les élèves de 4e ou de 3e pour réaliser leur stage de découverte? Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites spécifiquement pour sensibiliser au métier de l'art? Alors, moi, je ne travaille pas spécifiquement là-dessus. Moi, mon public n'est pas forcément les scolaires, mais je sais qu'il y a des choses qui sont prévues, notamment par la Chambre des métiers. Nous, dans le cadre de notre événementiel régional de la visite d'entreprise, aujourd'hui, on n'axe pas sur les visites scolaires cette année parce qu'on démarre, c'est vraiment une nouveauté. Si le bilan est positif, et on l'espère, l'idée c'est aussi de l'élargir à un public scolaire pour déjà sensibiliser les centres de formation, les écoles sur ces métiers-là. Et ça permet aux entreprises de vraiment expliquer concrètement ce qu'ils font au quotidien. Et c'est des visites qui pourraient être un peu plus adaptées justement pour un public scolaire en amont de l'événement. Voilà, c'est des choses auxquelles on a déjà pensé, mais c'est pas encore mis en application. Super. Merci beaucoup pour ton intervention. On va passer à... Je vois qu'il y a un nouveau message. Oh, merci. Très bien. On va passer à la conclusion de la table ronde. Comme ça, on sera à peu près dans les clous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et puis, de toute façon, il y aura le replay et on va mettre la présentation et les documents importants dans la description sur YouTube pour que vous puissiez tous retrouver les choses, les documents importants dont nous avons parlé. Donc du coup, pour résumer, en fait, toutes nos interventions, on a pu voir qu'il y avait différents types de médiateurs. Donc aussi bien au niveau des acteurs institutionnels qui permettaient de lancer des initiatives, de fédérer, de sensibiliser certains acteurs du territoire sur la culture et sur les choses qu'ils pouvaient transmettre au grand public et surtout comment le transmettre au grand public, puisqu'on, mine de rien, on ne s'invente pas médiateur et toutes les entreprises ou tous les lieux ne sont pas faits pour accueillir du public en tant que tel. Donc, on va avoir les artisans, on va avoir les agriculteurs, les artistes qui vont être aussi relais, aussi bien de l'information, qui vont être relais de leur territoire, de leur culture et qui vont permettre de créer des projets qui vont aller dans le sens du grand public, d'aller toucher le grand public, qu'ils soient habitants ou touristes. Ça, on l'a bien compris dans les territoires ruraux, enfin même dans tous les territoires, mais c'est quelque chose de très important d'intégrer les habitants en tant que premiers touristes finalement de leur territoire. Et comme le disait Lucie, que d'aller voir à côté de chez soi des visites d'entreprise, parfois on n'y pense pas. On pense à visiter quand on part en vacances, quand on va à l'autre bout du monde, mais on ne regarde pas forcément ce qu'il y a à côté de chez nous. Donc c'est aussi cette occasion de repousser les portes des lieux qui sont autour de chez nous. Et puis, comme Léa l'a présenté en première partie, les habitants qui deviennent aussi médiateurs et ambassadeurs à leur tour, puisqu'ils ils sont venus avec les artistes plasticiennes créer des projets, des lieux pour regarder autrement le paysage dans le Vexin. Et du coup, d'autres formes de médiation sont possibles. Et finalement, à tous les niveaux, tous les acteurs ont un rôle à jouer pour perpétuer aussi les traditions et l'attractivité locale. Donc finalement, on retrouve dans les territoires ruraux une médiation qui va se réinventer. Bien sûr, on va avoir des musées dans certaines villes, des châteaux, des lieux de culture peut-être plus institutionnels ou plus comme on l'entend de manière générale, mais la manière d'aller vers le public va être différente et surtout les institutions locales ont un vrai rôle à jouer pour développer tout ça, pour développer une forme de médiation culturelle hors les murs, pour aller toucher l'habitant et le touriste, pour que du coup la culture, en fait, c'est vraiment au final ceux qui vivent les territoires qui la créent et qui la transmettent. Donc on change vraiment d'échelle de transmission et c'est finalement tout aussi important
que les médiateurs dans les musées, dans les lieux culturels qui sont, on va dire, plus encadrés ou auxquels on pense plus. Finalement, voilà, c'est tous ensemble qu'on perpétue la culture et l'attractivité de nos territoires. Donc, merci à Léa, Azélie et Lucie pour leur partage de projet. Merci à vous toutes et tous d'avoir été présents aussi à cette table ronde. Et si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Et puis, on va pouvoir après terminer cette masterclass, enfin, cette table ronde d'ailleurs. Voilà. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions. Voilà, super. Donc, merci pour les réactions que vous avez eues. Merci pour votre écoute. Et puis, on se retrouvera du coup sur YouTube en replay si tout va bien. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Enfin, fin de journée.